comme ça. Bang! Bang! Un peu plus grave. Bang! Bang! Ouais, presque Dark Vador. Bang! Bang! Plus sec. Bang! Oh Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 1 heure qu'on t'attend. Rien. Allez, viens, le podcast il va être encore en retard là. C'est bon, allez, dépêche-toi. Tu joueras plus tard. Ok, bon. Bienvenue sur SOS Radio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live de Late Night Wrestles, le podcast qui revient sur les derniers pay-per-view de la WWE. Cette semaine, le programme est assez simple, c'est une review du pay-per-view Tables, Ladders, Chairs and Stairs, puisqu'ils ont décidé d'ajouter des petits escaliers. Le dernier show de l'année. Alors, est-ce que c'était une réussite ou un échec? Nous allons voir ça avec nos deux chroniqueurs du soir. Ils viennent du sud et par tous les chemins, ils y reviennent, mais chacun de son côté. Le premier repart dans le sud-ouest après ses voyages à la capitale, c'est Brousty. Salut Brousty. Ouais, salut tout le monde, et prêt pour un classico vu mon adversaire du soir. Le second ne repart jamais puisqu'il n'arrive jamais à quitter le bar à pastis de Toulon. Salut Rouben. You think you know me? Salut Rouben. Rouben qui n'a pas désactivé sa... Bonsoir. Tout va bien. Ça va bien? Ça va. C'était une petite mise en scène. Ouais. Moi, c'est Robenito par contre. Ouais, Rouben Ito, voilà, c'est pas pareil, hein, mais bon. Et je suis prêt à manger du parisien ce soir. Feed me more. Grosse tension sur le plateau, donc ça va cartonner ce soir. Avant de se lancer dans le pay-per-view qui pourrait sans mal être sponsorisé par Ikea si les Suédois en avaient quelque chose à foutre du catch, on vous offre un petit jingle et on revient juste après. Because I was born this way. I got lightning running through my veins. Ain't nobody gonna stop this train. So hop on board or get out the way. Cause I was born this way. I got lightning running through my veins. Ain't nobody gonna stop this train. Nous revoilà et n'oubliez pas que vous pouvez interagir avec nous via le hashtag WR Live sur Twitter ou sinon directement dans les commentaires sur YouTube. On va donc démarrer ce show avec le kick-off qui voyait un tag team match entre The New Day, représenté cette fois-ci par Kofi Kingston et Biggie Langston, contre Goldust et Stardust, et ce sont la nouvelle stable donc qui a remporté ce match en 11 minutes 40. Roubenito, as-tu vu ce match? Alors, j'ai vu vite fait, mais en accéléré. Franchement, New Day, j'accroche pas du tout. Et je pense qu'ils vont pas aller très loin, malheureusement pour eux, parce qu'il y a du talent quand même dans cette équipe. Et pour les frères bizarres, ça sent pas bon pour eux non plus, puisqu'ils ont une petite losing streak depuis qu'ils ont perdu le titre. Enfin voilà. Après le match en lui-même, j'ai pas vu. J'ai vu juste le final, quoi. En gros. Voilà, donc je pourrais pas en dire beaucoup. Peut-être que Bruce l'a vu, lui, et qu'il pourra nous en dire plus. En effet, c'est vrai, je suis un fidèle des kick-off show contractuellement, on va dire. Donc du coup, ouais, je me suis farci le match, ce qui c'est vrai est quand même long. Je trouve du coup beaucoup trop long même, c'est pas assez dosé. D'habitude, on a l'habitude de matchs rapides en kick-off show, et là, ça aurait dû, je pense, parce que honnêtement, la foutre en avait rien à carrer. C'est vrai que là, ça va être un de mes peut-être seuls points d'accord de la soirée à Hero Benito. C'est tout de même vraiment pas très bon de la part de New Day là.
ça attire pas vraiment les réactions de la foule. Goldust, déjà lors de son entrée à Stardust, a attiré beaucoup plus, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et moi, ce qui me dérange, c'est aussi que Goldust et Stardust en soient réduits déjà à faire les jobbers, alors qu'il y a encore 3 semaines, ils étaient champions. C'est quand même un comble, cette histoire. Je comprends Oui, mais pas trop. Le Il public y a a plus de saison, Alzheimer. mon petit. Il y a plus Il y de a plus, saison. il y a plus de saison. Hein. Exactement, exactement. Ils parlent comme des vieux, ce sont des vieux. On entre dans le show en lui-même avec un match à l'échelle, donc un ladder match pour le titre intercontinental entre Dolph Ziggler et Luke Harper. Dolph Ziggler récupère sa ceinture intercontinentale qu'il avait perdue aux mains de Luke Harper et ça a duré 16 minutes 42. Allez Brucey, lance-toi. Eh oui, bon déjà c'est le 4e titre intercontinental de la carrière de Ziggler, donc c'est vrai qu'il commence à se faire une petite collection à ce niveau-là, même s'il n'est pas encore au niveau d'un Kofi par exemple, mais voilà. C'est un match paradoxal je trouve, parce que j'ai tendance à être assez critique, mais vis-à-vis de Ziggler, parce que j'aurais aimé voir plus d'offensive de sa part. Parce que franchement, bon, j'ai rien à reprocher à Luke Harper, son travail est très bon. Après, c'est la façon de booker le match, je pense que j'ai pas dû aimer surtout. Et puis c'était bizarre aussi la manière que Ziggler avait de tomber des échelles. Ça, je pense que c'est plus la crainte après les multiples commotions de se blesser tout ça. Donc plus par rapport à ça. Sinon, il y a quand même eu du sang qui n'a pas interrompu le match, ce qui avait été malheureusement le cas il y a quelques années entre Shelton Benjamin et Christian. Ça me donne l'occasion d'ailleurs de reparler d'une petite chronique qui est sur le site de WR Vox Catch de votre serviteur, la Benito, et de Renault qui ont listé les 5 meilleurs ladder match, et donc Benjamin Non, pas Christian ladder fait match. partie. Les 5 meilleurs matchs ayant de lieu à Chelsea, pardon, voilà, c'est ça, ouais. Et moi, je le mettrais pas dans les 5 meilleurs matchs ayant lieu à Chelsea, ce match-là d'ailleurs. Donc, du coup, je trouve assez réducteur, je dirais, le travail de Ziggler. C'est ça qui m'a ennuyé. Parce que sinon, l'engagement y était, il y a rien à dire là-dessus. Et puis, bon, c'est très bien aussi pour la foule, vu que le Ziggler est de Cleveland, donc le local de l'étape gagne. Ruben, alors est-ce que pour toi, Dolph Ziggler devait de nouveau être champion intercontinental? Alors ça, c'est une question qui me gêne. Enfin, c'est pas la question qui me gêne, c'est la réponse qui me gêne un peu. Pour moi, c'est un pas en arrière quand même après la prestation du Survivor Series. Ouais, c'est un gros pas en arrière parce que tu t'attends pas justement à ce qu'il retourne chercher son titre qu'il a perdu un peu avant les Survivor Series en te disant bah finalement pourquoi faire quoi. Si c'est pour l'établir comme un très solide on va dire main eventer entre guillemets quoi et que le titre soit pêché par la même occasion, je dis pas non, mais j'y crois pas trop et je crois que c'est un frein pour lui cette ceinture, mais en même temps qui pour occuper Ziggler aujourd'hui s'il a pas la ceinture, malheureusement le main event il est bien bouché avec les retours de Reigns, etc., de Lesnar, voilà. Donc Ziggler il a pas trop le choix, il est bien obligé de retourner un petit peu plus bas que là où il était au dernier pay-per-view. Sinon après le match en lui-même, non c'est enfin Bruce il a encore une fois très un tort quoi. le match en lui-même, moi je le trouve, il démarre très brutalement. Enfin, c'est ce qu'on attend d'un ladder match. Très brutalement, le face underdog se fait dominer par le big main heel. La foule est derrière le face. Il prend des coups d'échelle qu'on a rarement vu quand même portés avec une telle violence. Enfin, en tout cas ces dernières années, hein, je me comprends quand j'en ai rarement vu. Et ouais, non, le retour de Ziggler, moi je le trouve bon dans le match. Il y a des bons spots. Il y a notamment à un moment Luke Harper qui met l'échelle autour du cou et qui se prend un super kick par Ziggler. Enfin, franchement, il y a des spots comme ça qui sont assez sympas, un peu novateurs, même si on avait déjà vu ce genre de spot. Mais moi, je trouve qu'ils ont bien livré la marchandise. C'était cool. Il y a aucun temps mort dans le match. Voilà, c'est ce qu'on demande à un match, à un opener. On demande à ce qu'ils foutent le feu à la soirée, que la soirée soit pas un pétard mouillé. Et ça, à mon avis, malheureusement, on y verra plus tard. Alors, messieurs, pour pimenter la soirée, je vais à chaque fois désigner mon vainqueur sur ce débat. et le vainqueur de ce premier j'ai pas débat. débattu entièrement là-haut. Parce que moi, je voulais rajouter quand même que Ziggler, là, c'est sûr que d'un côté, je suis assez d'accord avec Robenito, parce que quand même. Il essaye de gagner. Sa position, Il a la pression. sa position de nouveau champion, c'est vrai que je pensais pas honnêtement qu'il aurait dû l'avoir, surtout que on le voit que cette semaine lors du Super SmackDown, il bat quand même Seth Rollins, ce qui est pas rien. Il bat enfin Seth Rollins d'ailleurs qu'il avait jamais battu. Et du coup, on sait pas trop, c'est vrai.
qui est son futur rival, vraiment, on peut pas dire. Et puis dans le même temps, le règne de Luke Harper a pas été terrible du coup, parce que mine de C'est rien. première défense, première défaite, non? Non, en fait, il y a eu déjà 2 défenses contre Ziggler. Il y a eu la première qui s'était finie sur un décompte à l'extérieur, la Ah oui, deuxième c'est vrai. par disqualification, et donc là c'est la troisième. Donc ce qui fait que voilà, ça n'a jamais été des Mais il a jamais battu. vraiment voilà, ça n'a jamais été depuis qu'il avait battu pour avoir le titre lors de Raw après toutes les interventions de l'autorité, ça n'a jamais été ça. Après voilà, le match, je suis désolé, mais t'as cité à peu près la seule offensive de Ziggler, donc du coup voilà, on peut rien retenir d'autre chose du coup du match. Il y a quand même quelques spots supplémentaires et mon vainqueur restera Rubenito sur ce match. Voilà. 1-0 pour Rubenito, on va passer à la suite avec un match pour le titre tag team entre les Usos et puis Miz et Damien Mizdow. C'est les Usos qui battent The Miz et Damien Mizdow, mais par disqualification après que les deux aient frappé avec les ceintures. Le match a duré 7 minutes 17. Rubenito. Voilà, c'est difficile de commencer en fait en sachant qu'on est noté à la fin. Non, du coup oui, pour ce match-là, j'attendais quand même, enfin on attendait plus ce que va faire Damien Mizdow que vraiment le match en lui-même, puisqu'on s'attendait pas à ce que les Usos récupèrent la ceinture alors que 50% de l'équipe Mizdow est hyper over avec la foule. Donc on s'attendait pas à ce que les Usos, après un titre très très long et une année 2014 magnifique pour eux, récupèrent les titres maintenant. Donc on attendait de savoir comment Miz et Mizdow allaient récupérer enfin allaient garder leur titre. Et je trouve que le pire chose qui puisse arriver à un championnat dans un pay-per-view, c'est d'une disqualification quoi. Pour moi, voilà, ça a pas D'ailleurs, lieu dans un pay-per-view. C'est tout. Après, d'ailleurs, dans le match en lui-même, il y a rien d'exceptionnel, sauf que du coup, Miz devient un champion par équipe hyper crédible du fait qu'il se tape tous les matchs tout seul quoi. Et donc ça, ouais, je voulais le noter quand même, du fait de la rivalité, on va dire, ou en tout cas de l'histoire, de la storyline. Miz se tape 99% des matchs tout seul. Donc du coup, vu qu'il remporte ou qu'il conserve souvent, ça fait de lui quelqu'un d'hyper crédible, je trouve. Même si c'est un peu alambiqué avec l'histoire avec Mizdow, mais je trouve que c'est bien pour Miz qui reprend une petite crédibilité comme ça de derrière les fagots. D'ailleurs, ta petite protestation sur la disqualification m'amène à demander à Brucey la disqualification pour ou contre, et c'est comme la peine de mort, il n'y a qu'une seule bonne réponse, Brucey, vas-y. Non mais la disqualification c'est limite pire que le roll-up, c'est vraiment n'importe quoi. En pay-per-view, on ne veut pas de ce genre de fin, ça c'est très clair, on veut une fin clean, une fin où il y a un vainqueur très clair, quoi, pas une fin où vraiment t'as une suite, et c'est une habitude parce que mine de rien, là déjà, bon, au PPO précédent sur la Series, il y avait déjà une disqualification, bon là on pouvait la laisser passer parce que ça menait au TLC match. Dont on parlera tout à l'heure. Mais là, bon, ça va nous étaler une rivalité parce qu'ils ont peut-être pas eu le temps de la préparer assez. Moi, je trouve qu'ils l'ont quand même beaucoup préparé avec tous les segments impliquant Naomi, donc la femme de Jimmy Uso dans la vie réelle, donc tant qu'à faire. Ils l'utilisent encore énormément dans cette rivalité. Là, elle a eu aucun rôle, donc je voyais pas trop l'intérêt non plus de finir comme ça, en frappant avec le slammy extérieur. Après, je suis pas trop d'accord avec Robinito, pardon, sur le principe du mise très fort, parce que mine de rien, dans les matchs, oui, il y a que lui sur le ring, mais il se fait dominer vraiment très fort, mais en même temps, lui-même, il apporte pas non plus un rythme énorme, parce que c'est vraiment dû justement le contenu de ces matchs à ce qui se passe vraiment au bord du ring ou encore même sur le ring, car Mizdow il fait exactement la même chose. Ce qui fait que même on voit les Usos qui regardent à côté, du coup ça découpe les prises. Donc je sais pas si ça crédibilise vraiment le Miz plus qu'avant. Donc vraiment. Je trouve un petit peu quand même. Je trouve un petit peu, mais après oui, je suis d'accord avec toi. Enfin pour la question Pierre, pour ou contre, je suis pas forcément contre si c'est pas un match de championnat. Mais s'il y a une ceinture en jeu, je suis farouchement contre. D'accord. Bon, pour ce débat, je vais nommer mon vainqueur. Non, je suis plutôt d'accord avec Brucey, donc du coup, voilà. On va équilibrer les débats. Égalisation. Voilà. Moi aussi, j'étais d'accord avec Brucey, donc on marque tous un point. Non. Il y a le point sur le Miz qui est solide dans le ring qui m'a un peu gêné. Alors du coup, ça m'a gêné. Voilà, c'est tout. Hein. Il y a des fois, c'est un peu, voilà, injuste, mais
C'est la justice et c'est comme ça. Et la loi, c'est moi. On va passer à la suite avec le Big Show qui a battu Eric Rowan en 11 minutes 14, donc dans la nouvelle stipulation mise en route par la WWE, donc dans ce Steel Stairs match. Brucey, que dire? Eh ben on espère que c'était le premier et le dernier surtout, mais bon, déjà on le pensait déjà avant le match, donc après ça s'arrange pas. Pourtant le match, je l'ai pas trouvé si horrible et mauvais que ça. Faut avouer que j'ai attendu très très peu, mais c'est surtout de la part du Big Show que j'ai pas de reproche à faire, quoi. Parce que du côté de Rowan, par contre, j'ai trouvé qu'il vendait très très mal. Qu'à un moment il est tombé de façon grotesque à l'extérieur du ring, par exemple. J'ai pas trouvé qu'il a bien saisi sa chance là, son premier match en solo, en pay-per-view, c'est pas terrible. Contrairement à Harper un peu plus tôt, là, il a moins assuré. Bon, on sait qu'il est moins talentueux qu'Harper. Je trouve dommage quand même qu'il ait aussi mal joué dans ce match. Et par contre, Big Show, bon, il a fait son travail, on peut pas lui en demander plus. Pour moi, il a fait le boulot. Après sa victoire, je trouve qu'elle est logique. Il y a rien à dire là-dessus. Je pensais qu'il allait s'imposer parce que quand même, il doit maintenant s'imposer en heel fort. Donc après sa trahison sur la Series, donc du coup, voilà, il y a rien de plus à dire du match. La suite, quoi. Ruben? Alors moi, je pense que c'était l'occasion ou jamais, un peu comme dit Brucey, pour enfin pas ou jamais, mais c'était une des premières grosses occasions pour Eric Rowan. Je comprends pas un peu l'idée générale de le faire perdre. Là, pour le coup, une fin un peu bizarre, ça aurait été quoi, genre un double décompte ou un truc comme ça, les deux mecs KO, enfin peu importe. Dans un style Ça aurait Stairs. été, ouais, mais ça aurait été possible, voilà, que les deux se mettent KO à coup d'échelle, enfin à coup d'escalier, éventuellement, parce que là, ça aurait pas été gênant, parce que les deux devaient pas perdre, parce que Eric Rowan, mine de rien, il était en plein push, récent, en tant que face, et Big Show, lui, c'est une girouette, quoi, il est face 14 fois dans l'année. Donc là, il démarre un run en tant que heel, c'est vrai qu'il a besoin de s'établir aussi. Big Show, il est crédible quoi qu'il arrive, même s'il perd là, il serait resté crédible. Donc c'est dommage d'avoir fait perdre Rowan. Après le match en lui-même, il y a rien d'exceptionnel. Aussi, il a un peu raison. Rick Rowan, il est un peu trop green en fait. Quand il y avait la Wyatt Family, c'était lui qui travaillait le moins parce que Harper est Bray plus fort Wyatt. que lui, et Bray Wyatt bien sûr sont plus forts que lui, donc mais dans l'équipe avec, en tout cas entre les deux big men. Après moi je trouve que c'est très con de le faire commencer contre un big man justement. Ça aurait été bien de le faire commencer par un mec avec un gabarit un peu plus petit, ça aurait pu donner un match un peu plus intéressant. Voilà. Après il y a pas grand chose à dire, mais voilà. Je trouve que c'est juste très bête de l'avoir fait commencer contre Big Show en pay-per-view quoi. Mais ensuite, juste préciser, j'avais dit la suite, mais non, c'est vrai que j'avais oublié de dire que cette semaine à Main Event, il a quand même encore perdu un match solo contre Kane. Ça, c'est pas terrible quand même. J'appelle ça vraiment un dépush avant même qu'il ait un push. Et puis en plus, sa rivalité qui s'annonce serait contre Titus O'Neil. Donc, bof. Pour moi, c'est le face turn inutile de la WWE. Ils en avaient besoin d'un cinquième. Ils ont pas pris Swagger. Ils ont préféré mettre Swagger de côté. Ils ont remplacé ça par Eric Rowan. C'est tout, quoi. Bon. Après, voilà, hein, ça arrive. Il y a des fois des mecs qui sont moins utiles que d'autres. Et ce match-là, c'était un peu plus un filler qu'autre chose. Oui, Mais- c'était un peu plus surprenant d'avoir Rowan en face ce soir-là, le soir où l'équipe a été Oui, présentée. oui, c'est clair. Donc c'était quand même, moi franchement je m'attendais, enfin c'est Ils une auraient bonne pu surprise pour moi. capitaliser, oui. Ils Franchement pour moi c'est une bonne surprise. La foule, je trouve qu'elle réagit pas trop mal. Le masque c'est un truc qui se vend facilement. Son perso d'hyper intello, pourquoi pas, non, franchement, il y a moyen de faire un truc, c'est juste dommage de le faire perdre son premier match, enfin son premier gros match en pay-per-view, quoi, voilà. Après, il y a pas autant de choses à dire que ce qu'on en dit là, hein. Ça se bat férocement pour avoir un point. Et c'est gagné pour Robenito, qui va prendre le deuxième point sur ce match, Yes! sur ce Yes! sur ce PSG-OM, ce classico de Wrestlers Radio. On refait le match et c'est l'OM qui prend l'avantage. Avec la suite, avec un peu plus de sérieux, un objectif un peu plus sérieux dans ce pay-per-view. Un tables match où John Cena remettait en jeu sa place de first contender pour le titre de la WWE.
Et ben John Cena a vaincu l'adversité, non sans mal, non sans aide non plus, en battant Seth Rollins en 23 minutes 34, avec notamment une intervention de Roman Reigns qui faisait son retour sur des rings, en tout cas son retour en affrontant les deux arbitres, les deux membres de la sécurité de Seth Rollins. Voilà. Rubenito, vas-y. Première surprise déjà, c'est que ce n'était pas le main event. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit le main event, de par l'histoire, de par le fait que ce match-là monopolisait tous les Raw depuis Survivor Series. Après, le match en lui-même, il est pas dégueu. Les tables match, j'aime pas ça, mais voilà. Après, bon, les deux mecs, ils sont pour rien. Seth Rollins, il a été, moi je trouve, très très bon. Vraiment très très bon. Il m'a surpris. Et John Cena, comme d'habitude, quand il a un mec qui est très bon face à lui, il démerde à être très bon. Après voilà, c'est un peu habituel dans les matchs contre Cena, quand Cena doit pas perdre, d'avoir des interventions extérieures et tout. Bon, moi je m'attendais à ce que quelqu'un arrive, mais je m'attendais à ce que ça soit Randy Orton à la fin et pas Roman Reigns. Mais Roman Reigns, pourquoi pas, voilà. Fallait bien qu'il revienne un jour. Et puis justement, comme tout le monde s'attendait à le Randy Orton, c'était bien d'avoir Roman Reigns. Mais sinon, le match en lui-même, oui, je trouvais quand même assez, enfin, c'était assez solide quand même comme prestation. Il y avait des bons contres, il y avait il y avait pas mal de rapidité. Je trouve que Cena, il a un peu monté de gamme au niveau rapidité sur ce match-là. Sinon, bah, c'était agréable sans plus, quoi. Edinson Cavani. Ouais, bang bang. Donc là vraiment, non, je suis pas d'accord. Enfin, je dis pas que c'est un match de merde, mais franchement, limite, c'est presque le plus mauvais match de Rollins en pay-per-view depuis un moment parce qu'il a pas eu à jouer un grand rôle, parce que c'est un match découpé qui était déjà placé dans une situation de handicap avant que le match commence, vu qu'il était venu accompagné par sa GNG Security, Jamie Noble et Joey Mercury, qui intervenaient le plus possible. Et ça, j'ai pas aimé déjà d'entrée. Parce que j'aurais compris qu'ils soient intervenus après, mais d'entrée non. Mais ça fait partie Et intégrante puis, de la chronique. ouais, mais puis après le match, il est beaucoup trop théâtral. On sait déjà qu'il y aura plusieurs tables qui seront cassées. On sait déjà que la GND Security, ils vont y passer à travers les tables. Et c'est tellement théâtral que même Maki Oda, quand même, arbitre expérimenté, donc nous fait une Harlem Lemner avec un placement grotesque. Je sais bien que les bandes d'arbitres, c'est jamais terrible, mais alors celui-là, il est vraiment pas terrible du tout. Pour être assommé le temps que les deux ils trouvent le moyen évidemment de passer en même temps à travers les tables, voilà, pour faire un scénario avec les arbitres qui se partagent un petit peu, qui a gagné dans un scénario de Royal Rumble où t'as deux gars qui tombent en même temps. Donc ça vraiment c'est pas terrible, on sait déjà un petit peu que c'est le scénario à l'avance et puis c'est là que je me dis heureusement que c'est pas un main event parce que honnêtement on dirait un petit peu un Raw quoi. Avec la happy end à la fin, Roman Reigns qui arrive, c'est vrai que moi aussi j'aurais attendu Randy Orton. Enfin, je me serais plutôt attendu à le voir parce que j'aurais pas vraiment attendu. Voilà, après Roman Reigns, bon, c'est vrai qu'il a bien fait sa convalescence, donc voilà, il revient, il va entrer dans une feud avec le Big Show. Bon, je trouve pas hyper emballant à premier abord. Mais voilà, et puis je m'attendais à ce que ce soit un peu ça encore, de toute façon ne pas donner une victoire clean à Cena, que je voyais pas perdre non plus, parce qu'il valait bien faire le Cena contre Lesnar, 3e édition pour le titre, donc voilà. Alors, je vais donner mon point avant de vous poser la question subsidiaire, enfin la question un peu de débat. Je vais mettre une égalisation du PSG face à l'OM, parce que je suis un peu d'accord sur le côté un peu trop orchestré du match. Du coup voilà, point égalisation de Brucey, c'est très serré. Moi j'aime bien ça quand C'est du catch, hein, c'est orchestré, vous le savez, hein. exactement. Un coup de la corde à linge, il répond avec un chop. Et ça va finir par-dessus la 3e corde, cette affaire. Donc ma question subsidiaire, c'est Lesnar est maintenant revenu à Raw avec le Raw qui était organisé par Chris Jericho, en tout cas qui était general manager du soir. Sa rivalité avec Cena va sûrement aller au moins jusqu'au Royal Rumble. Quid de Seth Rollins pendant ce temps-là? Qui est-ce qu'il va affronter? Parce que moi actuellement là je le vois pas trop Seth Rollins à ce moment-là. Brucey. Ben, Seth Rollins, personne le voit, hein, parce qu'honnêtement, on se serait attendu à ce qu'il entre dans une rivalité avec Randy Orton, parce qu'encore dernièrement, dans une interview, il a un peu clashé Randy Orton, donc voilà, mais apparemment Randy Orton, il est quand même toujours dans le tournage de son film, donc c'est pas encore, mais c'est couillon, parce que c'est vrai que Rollins, ils le font voyager un peu partout,
Il a encore affronté Cena le lendemain dans un steel cage. Bon, ensuite, il s'est même un peu frité plus tôt, avec Chris Jericho. Ensuite, à SmackDown, il devait affronter Ryback et finalement il a affronté Ziggler. Donc vraiment, ça voyage de part et d'autre, donc on sait pas trop. Et puis en fait, Rollins, il sera surtout dans le Royal Rumble match. Donc du coup, à mon avis, il fera. On remarque que c'est vrai que il a l'habitude d'être tellement utilisé qu'il fera sûrement un match. Mais alors contre qui, je suis assez incapable de le dire. Vraiment, je cherche, mais je trouve pas. Faut vraiment que Randy Orton revienne d'ici là, et puis là, le match sera évident, sinon j'en vois pas. Benito, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Pour moi, c'est pareil. Pour moi, la seule feud qu'il peut avoir là dans l'avenir, c'est avec Randy Orton, ou éventuellement avec. Ça aurait pu être avec Ziggler, si Ziggler n'avait pas remporté le titre, quand on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Parce qu'avec le titre, c'est un peu ridicule de faire une rivalité Ziggler-Rollins avec le titre intercontinental. Pour moi, voilà, c'était les deux seuls noms avec lesquels il aurait pu avoir une rivalité sur le long terme. Mais bon, si Randy Orton revient avant le Royal Rumble, il y aura sûrement un match au Royal Rumble. Autrement, il participera au Rumble match et puis voilà, hein, il ira à WrestleMania contre Tartampion. Tartampion, tout à fait. Tout à fait. C'est un excellent catcheur, Tartampion, non? Bref, on va passer à la suite. Il y avait pas de point pour cette question. Restez relax un petit peu quand même. La suite, c'est un match pour le titre des Divas où Nikki Bella a conservé sa ceinture en battant AJ Lee en 7 minutes 38. Brucey. Je me rappelle que lors du podcast Next Gen, je disais que ça m'étonnerait que ce match dépasse les 7-8 minutes. Et bingo, on est dans la moyenne habituelle finalement. Donc voilà, ça dure, c'est sûr, beaucoup plus longtemps que leur match précédent, quand donc Nikki au Survivor Series avait gagné le titre en 34 secondes, forcément après le petit coup d'esbrouf là de Brie. Plus Brie, là, elle se fait éjecter du match par l'arbitre juste avant la fin, où donc il y a une espèce d'aveuglement à la lac qui est utilisé. Donc voilà, fallait gagner comme ça pour Nikki. Je suis pas surpris du déroulement. C'est bien conduit par Edge. Après, bon, c'est sûr que là-dessus, on compare forcément avec le travail de Charlotte et Sasha Banks 3 jours avant, et c'est un peu moins bon. Et puis là, on voit que en même temps, on voit que dans le roster principal, les divas, on leur demande de pas faire grand-chose, et ça suffit. Benito. Ouais, je suis un peu d'accord. Ouais, c'est un peu le même affrontement qu'on a en général à tous les Raw. Voilà. Il y a, franchement, ouais, ce genre de match, ça pourrait durer, comme la dernière fois, 34 secondes, ça serait très bien pour moi. D'accord. Bon, j'apprécie la brièveté de Benito, mais toutefois, il y a un élément de comparaison qui a été utilisé par Brucey. Et du coup, c'est le PSG qui mène au score. Je crois que c'est pour Ouais, la mais première faut fois pas comparer ce qui est pas comparable. Il y a un match de 20 minutes et un match de 7 minutes. Un match avec Nikki Bella qui est Oui. plus un personnage de télé-réalité qu'un personnage de catcheuse. Tu peux pas comparer, c'est incomparable. Il a fait plus de travail d'information, c'est tout. C'est tout. Zlatan marque, ça fait 3-2. C'est pas grave. C'est comme si je comparais Brie à du Gruyère, tu vois, c'est pas comparable. Et voilà, il exagère, il est Marseillais déjà. Fais gaffe, hein, ça tient en compte. Bref, on va passer à la suite avec un autre match dont la stipulation devrait être moins utilisée. C'est un chairs match entre Ryback et Kane, et c'est Ryback qui a gagné ce match en 9 minutes 50. Benito. Allez. Alors, avec ce match-là, je m'attendais au pire et j'ai pas été déçu, j'ai eu pire que le pire. En fait, alors moi dans l'absolu, je suis pas du tout contre Ryback. Je trouve que dans le ring, bon, il est non, ce qu'il disons est. être honnête, tu l'aimes bien même. Tu Ouais, trouves voilà, qu'il a dans du le ring, charisme. il est ce Voilà. qu'il est. Je trouve, ouais, je trouve que dans le ring, il est pas beaucoup moins bon que certains. Il est loin d'être aussi bon que d'autres. Sauf qu'il a un personnage qui fait qu'il accroche bien avec les gens. Mais là, voilà, un chairs match contre Kane qui a. J'ai l'impression qu'on l'a vu 308 fois ce match et effectivement, c'était la 309e fois et j'ai failli vomir. Brucey. Déjà, quand on voit comment ce match a été monté, on peut comprendre que c'est de la merde en boîte, parce qu'il a été monté sur le fait donc que Ryback soit venu se moquer de Kane, qui s'est fait assigner des jobs de vendeur de hot dog puis de vendeur de t-shirts. Donc voilà, c'est là que le grand méchant monstre rouge donc se réveille. Youpi. Là, il vaut mieux rigoler parce qu'ensuite on pleure devant le match. Là, c'est sûr qu'il dure même un peu trop longtemps.
En plus, dans un chess match, au moins à la fin, tu peux te dire, allez, ils vont sauver le coup avec un spot final sur les chaises. Même pas. C'est un simple shell shock, bam, en plein milieu du ring. Donc du coup, la stipulation a semblé gêner encore une fois les deux catcheurs. Limite, celui qui était le moins gêné, c'était Kane, évidemment plus expérimenté. Pour Ryback, il fallait bien un petit peu relever la tête après le gros camouflé qu'il avait subi au Survivor Series, où il était tellement monté haut pour être éliminé très vite. Donc là, il fallait équilibrer les choses, c'est tout à fait naturel du coup qu'il gagne. Mais à l'arrivée, il faut vraiment éviter ce genre de match. On en a marre, il y en a toujours un chaque année. Il y en a marre, quoi. Parce qu'en dehors de Sheamus, Big Show, il n'y a jamais eu de match correct. Franchement, il y a eu du Cena Barrett, il y a eu du Batista Taker, par exemple. Ça n'a jamais été des bons matchs, donc c'est chiant. Alors que pourtant, ça opposait des bonnes individualités. Bon, sauf là, je dirais, c'était forcément un peu plus attendu que ce soit moins bon. Est-ce que c'est l'année de trop pour Kane? Bah, Non, je pense pas. Je non, pense non, pas. non, honnêtement, le gars, il aime à monter. Là, on voit qu'ensuite, il affronte Rowan. Il est là pour monter les gars. Hein. Ce qui est gênant, c'est que il était un monstre et là, franchement, c'est un peu l'utilitaire de part et d'autre. Donc, du coup, C'est un Pokémon maintenant. voilà. Ah oui, non, Kane, c'est l'année de trop. Je sais pas, je le dirais pas comme ça, mais en tout cas, quand il s'arrêtera, il aura bien mérité, franchement, de s'arrêter. Et je trouve que quand tu veux faire un push à un mec qui arrive et qui a besoin d'un peu de crédibilité, Kane il job et c'est très bien. Quoi qu'il arrive, je sais pas, un mec qui arrive dans le roster principal, n'importe lequel, qui bat Kane, ça lui fait quand même une sorte de prestige, même si Kane il est plus qu'il était, quoi. Donc il est important pour ça aujourd'hui. Mais assez d'accord. Sur ce match, j'ai envie de mettre un match nul. Et je vais vous donner un point chacun, donc ça fait toujours 4-3 pour le PSG, mais voilà, il y avait de bons arguments de chaque côté et il y a vraiment pas de défaillance. Match nul. On va passer à la suite avec un match court. Rousseff a, comment dire, pulvérisé Jack Swagger. Oh non, pas du tout. Ouais, non, mais je veux dire, c'était rapide, quoi. Ah non, je veux dire, c'était ça- parce que rapide, là, ça je mais change. serais c'était- d'accord à Aero Benito, là, je crois. Ah non, là Non, tu mais veux faire un je- point, Pierre. Je veux dire pulvérisé dans le sens c'était rapide. Mais pardon, oui, j'ai mal parce que oui, Swagger ne fait pas rien du match évidemment. Excusez-moi. Donc c'est un match pour le titre des États-Unis. Rousseff a conservé en 4 minutes 50. Rubenito, vas-y, explose-moi la tronche. Non, c'est pas t'exploser la tronche, mais Ah, mais je- le temps, là sur ce match-là, je trouvais que c'était très intelligent parce qu'ils avaient pas beaucoup de temps, mais il fallait quand même que Swagger, après un énième affrontement contre Rousseff, ait un peu de crédibilité et tout. Et non, je trouvais que c'était bien, quoi. Il se fait prendre dans la collade, il se relève. Tu crois qu'il va s'endormir comme il l'a fait plusieurs fois. Et non, il se relève, il arrive à placer son ankle lock. Donc c'est cool, franchement, c'était bien tourné. Ils avaient que 4 minutes 50, donc 5 minutes, ils avaient devant eux. Et Rousseff a quand même bien réussi à rendre crédible Swagger. Et même si la victoire est nette, je trouvais que c'était, ça aurait pu avoir lieu à Raw, mais c'était un bon petit match de 5 minutes, quoi. On s'est pas ennuyé pendant ces 5 minutes-là. Pendant que Vincent dit que j'expose ma vie sexuelle sur Twitter, hashtag WRLive, c'est magnifique. Euh, Brousty, à toi, vas-y. Après, bon, j'ai pas vraiment été transporté par ce match, faut être honnête, mais faut avouer que, en même temps, ce match, il sort vraiment un petit peu comme une obligation presque de dire, allez, qui est-ce qu'on peut mettre présentement contre Rousseff? Il y a suffisamment de gars occupés. On aurait pu lui mettre un Rowan, non. Le gars il doit monter. Ryback, non, il doit s'occuper à remonter face à Kane. Donc du coup, on lui remet Swagger, donc qui revient après les matchs qu'on a vus à Battleground depuis à SummerSlam, donc où Rousseff s'était nettement imposé. Ce qui fait un recul en arrière, mine de rien. Donc et là on voit la limite déjà pour Rousseff, parce que c'est vrai que on en avait déjà parlé un peu en off, je me souviens. Dans notre groupe un petit peu là, on avait dit que gagner par soumission à chaque fois ça n'assure pas un grand futur pour un catcheur, parce que dès qu'il affrontera des gars over, il n'arrivera jamais à gagner vraiment. Et puis là c'est vrai que là on voit que Rousseff il aura vraiment des lacunes, et puis du coup il faut lui remettre des gars qu'il a déjà battus. Donc là ça marche avec Swagger, et c'est vrai que on a quand même eu un Swagger déjà plus combattant que lors de leurs deux précédents affrontements, je trouve. Donc quand même, qui s'est bien réveillé après, on a cru qu'il s'endormait, mais il s'est bien réveillé sur la collade, donc voilà. Et puis
Ensuite, ouais, il s'est quand même bien battu, donc voilà. Après, voilà. La suite, qu'est-ce qu'elle est pour Rousseff? C'est un premier vrai test qui s'annonce contre Ryback. Là, voilà, j'attends un peu C'est- plus. Tu anticipes ma question justement. Parce que Ryback semble être destiné à Rousseff. Alors, est-ce que Ryback pourrait battre Rousseff? Et est-ce que cette rivalité est destinée à aller jusque WrestleMania? Oh Parce pitié, que, non, non, quand même pas, faut pas déconner là. Non, 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 non. Ouais, c'est mais une il y a rivalité besoin de qui, titre de mid-card, hein. Il y a ouais, besoin de mais match de c'est une mid-card. rivalité déjà qui peut faire 2 pay-per-view, mais de là en faire 3 jusqu'à WrestleMania. Ouf, faut aller Après fort. Elimination Chamber, on sait que c'est pas forcément le pay-per-view où les rivalités, enfin voilà, elles peuvent être mises entre crochets. Rubenito. Ouais, pour le Rumble aussi, les rivalités peuvent être mises entre crochets puisqu'ils peuvent très bien se rencontrer dans le Rumble match. Il n'y a pas besoin d'en faire un match avant. Pour moi. Hein. Après, ce que disait Anthony, enfin Brousty, pardon, sur le finish de Rousseff, oui, c'est moi qui en parlais, je crois, la première fois. Mais du coup, je pense que son super kick, il y a moyen qu'il soit pushé, quoi, parce qu'il est vraiment dévastateur et il y a moyen que ça en devienne un finisher. Après, oui, pour la rivalité Ryback, ben, je sais pas, j'espère pas que ça va être Ryback qui va briser la streak. Enfin, c'est pas vraiment une streak parce qu'il a perdu plein de fois par la disqualification, mais non, non, ouais, j'aimerais pas que ce soit Ryback qui tombe la streak, quoi. Parce Donc que c'est après, je vrai sais que, pas qui, mais c'est mais vrai je vois que pas y Ryback. a un point là que Top Level fidèle auditeur souligne. C'est vrai que mine de rien, le gars que Rousseff a battu pour être champion des États-Unis, mine de rien, Sheamus, il s'est quand même blessé depuis, donc il aurait dû être le rival de Rousseff et il aurait presque dû être celui qui battrait la streak, enfin, je sais pas comment dire, de Rousseff. Sauf que la blessure de Sheamus, quand même, elle est sérieuse. Donc ça fait qu'on ne sait pas quand il va revenir. C'est lui que je verrai briser la streak de Rousseff du coup. Parce qu'au départ, je voyais Cena, mais je me dis que c'est beaucoup trop déjà pour Rousseff. Donc je ne souhaiterais pas non plus que ça soit à Ryback. Je vais attribuer le point à Bousty qui utilise qui utilise les performances auditeurs à merveille. Euh, le PSG creuse d'écart, il me semble. Ça fait 5-3, non? Peut-être, voilà, il va falloir penser à la remontée fantastique. On va passer au dernier match, au main event entre Bray Wyatt et Dean Ambrose, qui était le Tables, Ladders and Chairs match qu'on nous a promu depuis Survivor Series du coup. Ce match a duré 26 minutes 58 et s'est terminé sur une victoire de Bray Wyatt après que Dean Ambrose ait oublié toutes les règles de l'électronique, c'est-à-dire il ne faut pas, absolument pas, arracher un câble violemment lorsqu'il est branché. Benito, à toi. Alors bah déjà, moi je tiens à signaler que on savait que la WWE avait des problèmes avec les médecins. Apparemment, ils ont des problèmes avec les électriciens parce que moi, quand je débranche ma télé, ça a jamais fait ça. Oui. Donc déjà, c'est la première chose. Je pense qu'ils ont le même électricien que Claude François. C'est une vanne des années 70, mais bon, ça marche toujours. Et du coup, ouais, non, le match en lui-même, avant cet incident-là, il était pas mauvais. Je trouve que Wyatt est quand même un peu passé pour une daube, quoi. Il s'est bien fait dominer par Ambrose quasiment tout le match. Ça m'a gêné un peu parce que Wyatt, pour moi, avait vraiment besoin d'être à nouveau dominateur, quoi. Ça manque un peu le Wyatt dominateur. Alors, il est dominateur à Raw pendant les promos, pendant les segments et tout. Et en match, souvent, quand même, tous les adversaires qu'il a eu, ils ont pris l'ascendant sur lui pendant le match, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est dommage là aujourd'hui, là où il en est rendu. Ça fait maintenant un long moment qu'il est dans le roster principal. Et ça lui manque un petit peu, de manière générale, à Wyatt. Moi, j'accroche vachement à son perso, j'accroche vachement à son mix skill, mais dans le ring, il y a un truc qui me gêne. Il fait des super beaux moves, mais dans la construction vraiment du match, je pense qu'il lui manque encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience, quoi. Et sur le coup, je serais un peu d'accord quand même avec Benito parce que c'est presque une victoire à la Pyrrhus de Bray Wyatt parce que pour finir l'année 2014, j'ai l'impression que la WWE s'est presque forcée à lui donner une victoire parce que cette année, il a eu plusieurs tests et il les a pratiquement tous perdus. Donc du coup, en pay-per-view, il lui fallait vraiment une victoire et puis ils ont jugé utile qu'il fallait lui donner là. Et du coup, c'est au détriment de Dean Ambrose qui lui quand même aussi avait besoin d'une victoire parce que quand même il sortait de défaite face à Seth Rollins en pay-per-view. Fallait quand même lui donner une victoire et même pas, faut encore qu'il perde. Et je trouve assez gênant parce que Dean Ambrose c'est un gars qui est en ascension complète depuis quelque temps.
et puis qui pourrait être top face, et puis là vraiment ça coupe son momentum, ça allonge encore une rivalité qui, c'est vrai, n'a pas pris la hauteur qu'on aurait désiré, parce que là on se dit c'est vraiment leur chance de voler vraiment tout le spotlight, la lumière en main event d'un grand pay-per-view, et malheureusement c'est vrai que c'est un peu raté du côté de Wyatt, parce que le match est vraiment unilatéral. Hormis un gros contre avec le Sister Abigail qui était magnifique, tout le reste c'est vraiment du très bon boulot de Dean Ambrose qui a répété les elbow drops notamment pour faire passer à travers les tables. Donc voilà, et puis la fin c'est vrai qu'elle est assez grand guignolesque. Malheureusement la WWE nous en fait ce genre de truc en pay-per-view, on n'est pas surpris, on se demande quand ça arrive et puis voilà, on y tombe dessus. Du coup, ça nous fait jamais des bonnes fins pour TLC, j'ai l'impression, après la fin de l'année dernière, que était déjà pas terrible, donc là, cette année, encore pas terrible. C'est assez couillon, après le match, je dis pas qu'il est aussi horrible que le TLC match entre Cena et Orton de l'année dernière non plus, mais bon, j'aurais attendu plus, donc forcément, ça m'a un peu gêné que ça soit vraiment unilatéral. Là aussi, c'est vrai que j'attends aussi quand même beaucoup plus de Wyatt, et pour l'instant, il n'a pas pris de La l'envergure, rivalité continue l'envol. de toute façon, la rivalité continue. C'est garanti, oui. Moi, je trouve que c'est dommage justement que ça continue. Enfin, Je suis assez d'accord. c'est obligé vu la fin, mais j'ai l'impression qu'en fait, ils ont pas d'atome crochu, quoi. Ils catchent pas l'un avec l'autre, ils catchent vraiment chacun leur tour dans un match. Et ça me gêne vachement. Et moi, j'invite les gens qui nous écoutent à regarder les gros matchs de Bray Wyatt depuis qu'il est là, contre Cena, contre Bryan, contre Punk. Eh ben, dans la construction des matchs, quand il doit dominer, il est un peu perdu et il sait pas vraiment quoi faire. Et je pense que malheureusement pour lui, c'est sa limite, quoi. C'est que il aura du mal à aller plus haut tant qu'il n'apprendra pas à gérer un match de 20 minutes. Parce que gérer des matchs à Raw de 6-7 minutes, enfin, n'importe quel catcheur aujourd'hui de la WWE sait le faire. Mais gérer des main events de pay-per-view de 25 minutes, c'est encore un peu trop haut pour lui, quoi. Et ça me gêne parce que c'est vraiment un mec enfin, c'est un ovni, quoi, aujourd'hui. Et donc, du coup, ça me gêne que finalement son perso prenne énormément le pas sur son catch, quoi. Et c'est dommage. Il y a des gens pour qui c'est l'inverse. C'est vraiment le in-ring. Genre Cesaro, c'est totalement l'opposé. Dans le ring, il est très bon, mais à côté de ça, il a pas de perso. Et voilà, moi je trouve que c'est dommage que Wyatt n'arrive jamais à imposer vraiment le style qu'il met dans les promos, parce que dans les promos il imprime un style, il imprime une façon assez dark de voir la WWE, et du coup dans le ring ça se traduit pas trop par ça. Il est souvent dominé, ou s'il domine c'est très lent, c'est pas très dévastateur. Il faudrait que ça soit un peu plus en adéquation avec ce qu'il dit, quoi, ce qu'il fait dans le ring. Ouais, mais Mais le style de Wyatt, surtout, ça s'exprime face à un vrai ring general. Donc forcément, il faut vraiment un gars qui envoie en face et qui donne beaucoup de rythme. On l'avait vu avec Bryan en début d'année. Donc ensuite, on l'avait vu avec Cena, qui est paradoxalement en limite un ring general, alors que pourtant on le voit souvent dominer, mais qui arrive à faire le lien. Et c'est bien le rôle justement d'un général du ring. Donc du coup, Wyatt n'en est pas du tout un. Et puis c'est vrai que pour l'instant, il n'a pas vraiment cette voix. Autant son personnage séduit énormément, s'est développé énormément, autant au niveau du catch, malheureusement, ça n'a jamais évolué, alors que pourtant, l'année avait été porteuse de promesses, mais la fin de l'année, par contre, beaucoup moins. bah écoutez, moi je vais donner le point à Robert parce que je suis assez d'accord sur l'aspect du personnel de Bray Wyatt, pardon, et que ouais, c'est vraiment Le décevant. point donc- du main event, il compte double et ça fait match nul. Non, je vais donner une autre raison. Et je vais te donner 2 points pour le main event, oui, donc ça fait match nul. Mais je vais te donner un point supplémentaire, un point bonus, pour tout le travail que tu as fait avec les interviews récents. Et du coup, c'est l'OM qui gagne 6-5. Dans l'injustice la plus totale, oui, mais c'est parce que je le veux. Et la loi, c'est moi. Ça, c'est gentil. C'est vrai que Oh, il y a au une moins, ça petite sera annonce coupé à au faire. montage, c'est ça qui est bien, non? Non, mais au moins, il y a une petite annonce à faire. Bon, tu vas t'en occuper. Et Après. c'est vrai que je suis assez fier de moi d'avoir réussi déjà à obtenir DDP. Et comme dit une pub célèbre, Et c'est pas fini. Mais avant de dire ce qui n'est pas fini, justement, c'est le temps des notes, les notes Brousty. Allez, Bon, dis-nous allez, ta note. finalement, je suis plus généreux que ce que j'avais
prévu parce que j'avais prévu 3,5, allez, je mets 4 pour faire joli parce que franchement, j'ai pas été séduit par ce pay-per-view. Moi qui suis souvent emballé de tradition ancienne par les matchs à stipus, surtout la plupart qui impliquent les échelles notamment, et donc voilà, c'est vraiment ce genre de match que j'aime. Là, ça m'a pas transporté. Donc forcément, il y a aucun match qui m'a transporté. Après, je dis pas que le boulot était mauvais, mais ça intervient après ce show NXT qui m'avait beaucoup plu. Évidemment, c'est pas rangé dans la même catégorie, ça va de soi. Et là, du coup, malheureusement, inconsciemment, j'ai un petit peu la comparaison. Et puis finalement, je me dis que par rapport à l'année dernière, c'est un peu le même TLC que j'ai vu. Donc du coup, ça fait que ma note est pas terrible, quoi. Rubenito. Alors, est-ce qu'il faut donner juste une note ou est-ce qu'il faut faire Ouais, vas-y. un pavé comme Brousty? Mais fais ce que tu veux. Non, en fait, moi, je mets 5, un 5 d'encouragement, parce que pour moi, l'opener était très très bon, mais vraiment très très bon, dans les leader matchs, franchement, il a pas à pâlir de quoi que ce soit. Après, voilà, il y a pas grand chose d'énorme, mais bon, le main event, le match en lui-même reste quand même plus que potable. Et le Cena Rollins c'est très moyen, mais il est moyen quand même, donc ça fait une moyenne, quoi. Sur les 3 gros matchs, il y en a aucun qui est vraiment décevant, et les autres c'est des matchs apéritifs, donc c'est pas ça qui fait monter la cote d'un pay-per-view. Le niveau moyen est bas, mais les 3 matchs qu'on attend sont quand même pas mal, notamment l'opener. Ben, ça tombe bien parce que moi je vais faire la moyenne très facilement, vu que je donne ce pay-per-view un 4,5. Pourquoi je lui aurais bien mis de la moyenne à ce pay-per-view, mais j'ai vraiment détesté la fin. La fin avec Dean Ambrose, Dean Ambrose passe pour un con, quoi. C'est chaud. C'est tellement terrible de voir Dean Ambrose apparaître. Il est lunatique, il est pas débile, quoi. Et du coup, ça m'a un peu plombé vraiment toute cette fin, qui explique la victoire de Bray Wyatt en même temps, et du coup ça m'a un peu gêné. Après, pareil, quoi, le show, ça dépend les moments. Le Chairs match est mauvais, le Stairs match est mauvais. Rusev Swagger, ça m'a jamais vraiment emballé, tout ça, mais à côté, t'as le match de l'échelle qui était vraiment sympa en opener, et après, bon, globalement, ils font le travail, quoi, ils font ce qu'il faut faire. Même le John Cena et Seth Rollins a quand même ses moments, et du coup, voilà, 4,5, ça me semble être une note juste. Du coup, la moyenne, ça fait 4,5. Sinon, j'ai juste une petite remarque. Je croyais que l'autorité est perdue sur la series, donc logiquement, l'autorité n'a pas de pouvoir là, n'est-ce pas, mon petit Pierre? Ah oui, mais c'est différent ici. Ouais. Oh, je vais faire une équipe, on va faire une équipe. Tu vas faire une équipe et puis on va se faire un match. Tu n'as pas assez de cheveux pour être John Cena. Donc voilà, tout de suite. Du coup, on va passer Twitter. Vous pouvez nous suivre @WrestlersRadio. Vincent s'est occupé du live ce soir avec le hashtag WRLive. Vous pouvez retrouver les tweets qui ont été faits ce soir. Le Facebook Wrestlers Radio, entre parenthèses, officiel. Vous pouvez retrouver également ce podcast une fois qu'il sera monté et diffusé sur archive.org, ainsi que sur iTunes. Si vous vous abonnez, c'est gratuit. Vous avez les podcasts qui sont actualisés dès que vous entrez sur iTunes. C'est parfait. Les partenaires, nous avons Voxcatch évidemment qui nous héberge pour ce live où on peut retrouver la review TLC de ce cher Brousty qui était là ce soir et qui m'a remplacé au pied levé. FNLUT qui ont partagé les dernières interviews, le forum de simulation sur WWE2K15 Wrestling Evolution League, le forum Catch Asylum et la radio Revolt. Le prochain podcast, ce sera après le Royal Rumble. Donc le jeudi après le Royal Rumble, je n'ai pas pris la date, donc je ne sais pas. Le Royal Rumble aura lieu le 25 janvier dans une ville américaine parfaite, Philadelphie. Donc ça fait que le podcast sera en direct Le 29. le jeudi 29. Voilà. Le jeudi 29 à 20h45. Oui, Philadelphie, c'est la ville préférée de Brucey. Prochain podcast donc le 29, prochain Late Night Racers, pardon, parce que avant cela il y aura une autre interview. Allez, Rubenito, fais l'annonce parce que c'est toi qui fais tout le boulot, donc c'est toi qui vas faire l'annonce. Alors, bientôt sur vos ondes, sur Wrestlers Radio, aura lieu une interview de Mr. Double G, Jeff Jarrett. Slapnuts. Jeff Jarrett, donc, qui va nous parler de sa nouvelle fédération, d'un show qui aura lieu début janvier. L'interview a eu lieu cet après-midi. On fait le montage et les sous-titres comme pour DDP.
Normalement, il ne devrait pas y avoir les mêmes problèmes qu'on a eu avec DDP, parce que bon, on va pas vous faire toute l'histoire, mais c'était compliqué, surtout pour moi. Mais voilà. En tout cas, après DDP, l'interview de DDP qui est toujours accessible, bien sûr, sur la chaîne YouTube sur laquelle se trouve ce live, donc Wrestles Radio. Et vous pouvez retrouver lundi l'interview de Jeff Jarrett, qui s'est donc déroulée dans l'après-midi. Et Écoutez. puis, en parlant d'interview, il y aura aussi mardi une interview écrite cette fois-ci du catcheur Sonjay Dutt réalisée par Sébastien, traduite par Vincent. Voilà. Exactement. Et ce sera disponible sur wr.voxcatch.fr. On vous donnera les infos bien évidemment sur les réseaux sociaux et on espère que vous serez nombreux à les écouter. Parce que Et en vraiment- janvier, on a encore des gros noms qui arrivent pour les interviews. Vous inquiétez Voilà. pas, on vous lâche pas, les amis. Vous on avez est- déjà de quoi passer de bonnes fêtes. Ouais, nous sommes lancés et ça va être très dur. Et what you gonna do when Wrestles Radio runs wild on you, bitches. Donc messieurs, après Motherfucker! Mazafaka, après cette interview, je vais vous remercier d'avoir été présent ce soir parce que bon, voilà, on a eu des absents, mais vous êtes toujours là, fidèles au poste. Donc merci à vous d'être venus ce soir. Merci, oui, Bah, ben de oui, rien, de rien. les deux vieux managés par le jeune, c'est normal. Et j'ai gagné encore une fois, l'OM gagne. C'est À bien la parce manière que c'est- tapis des années 90, quoi. à la manière tapis, mais je donne la victoire à l'OM parce que de toute façon, ce sera pas le cas sur le terrain, donc il faut bien, voilà. Donc, voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ceux qui étaient présents sur ce live. Merci de nous avoir suivis si vous êtes en train d'écouter ce podcast après. Et voilà, on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao. Ah, ciao, Paris magique. Ou pas. He's got the whole